Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer notre table ronde sur la citoyenneté locale que j'ai le plaisir d'animer. Je voulais remercier de nouveau Terra Nova et la ville de Nancy d'organiser ce forum Place de la démocratie. Je suis moi-même coprésidente d'une association qui s'appelle Démocratie ouverte et qui participe à ce forum. Notamment, nous avons créé un outil qui s'appelle le démomètre, qui est un outil numérique qui permet aux citoyens de pouvoir mesurer le niveau de démocratie de son territoire. Et puis également, nous lançons la fresque de la démocratie, qui est un peu comme la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. On fait une démonstration de notre tout nouveau jeu de fresque de la démocratie. Donc vous pourrez aussi découvrir. Mais tout de suite, là maintenant, nous allons donc avoir un débat, je pense, passionnant avec un certain nombre d'élus que je voudrais remercier de participer à cette table ronde. À ma gauche, Bora Yilmaz, vous êtes adjoint au maire de Nancy, en charge de la démocratie participative. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre belle mairie. Nous avons également Jeanne Barseguian, qui est maire de Strasbourg, qui vient en voisine, pour débattre avec nous de cette question de la démocratie locale. Nous avons également le plaisir dans cette table ronde d'avoir Philippe Riot, le maire de Grigny, qui a été élu meilleur maire du monde. Il faut quand même le souligner. Donc je pense que vous aurez pas mal de choses à partager avec nous, d'expérience, d'autant plus dans une ville, Grigny, qui, si mes souvenirs sont bons, 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. À ma droite, Shaïnès Kirouni, que vous connaissez bien, puisque vous êtes également conseillère municipale de Nancy, mais surtout présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci de venir débattre avec nous aussi sur ces questions. Et puis, au bout de la rangée, Monsieur Bruno Arbouet, vous êtes président de la coordination nationale des conseils de développement. Ça va être l'occasion, je pense, de pouvoir reparler un petit peu des conseils de développement qui sont aussi des instances de démocratie participative qui existent depuis longtemps. Alors la démocratie locale, on en parle beaucoup lorsque l'on parle de crise de la démocratie représentative, parce que depuis déjà le mandat précédent des élus municipaux, on a vu une vague de démocratie locale, de démocratie participative, avec de nouveaux outils mis en place dans de nombreuses communes ou départements, pour faire participer plus les habitants aux décisions locales. Donc c'est cet espace démocratique que sont les collectivités locales, dans lequel on constate une certaine vie démocratique avec des innovations. On l'a vu notamment à l'arrivée des budgets participatifs, des conventions citoyennes au niveau local, ou des outils plus anciens comme les conseils de quartier ou les votations citoyennes. Et donc on a le sentiment qu'il se passe des choses au niveau local, mais en même temps, il faut faire attention, il nous semble, à que cette démocratie locale ne soit pas déceptive, c'est-à-dire que ne donne pas l'illusion que cela permettrait d'aborder et de résoudre tous les problèmes, tous les sujets, parce qu'il y a, et on le verra aussi dans notre débat, différents échelons au niveau local, mais aussi au niveau national. Et puis, des difficultés aussi à faire participer certaines personnes, et pour faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes qui participent à ces instances de démocratie participative. Alors je vous propose, pour commencer à débattre de cette question de la démocratie locale, de sa vitalité, mais aussi de ses limites, de donner la parole à la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian. Vous êtes élue depuis 3 ans. On va dire un peu une nouvelle génération d'élus issus de mobilisation citoyenne, puis militante.
Et vous êtes arrivé donc à la tête de la mairie avec aussi comme objectif politique de revivifier et de créer un nouvel espace démocratique dans votre ville. Et donc, avec 3 ans de recul, finalement, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que ça vous a permis de mettre en place des politiques publiques d'une façon différente que ce que peut-être vos prédécesseurs ou dans d'autres villes où il y a moins de démocratie participative auraient pu le faire? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Ravie d'être avec vous et puis ravie d'être à Nancy. Effectivement, je suis venue en voisine et je m'en réjouis. Alors, pour répondre à votre question, d'abord dire que je vais rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'on ne partait pas de zéro. Vous avez raison, c'est vrai que dans notre projet, en arrivant aux responsabilités en 2020, on avait mis la démocratie, le renouveau démocratique comme un des 3 piliers majeurs du mandat, avec l'écologie et la justice sociale. Pour autant, il y avait déjà des choses qui existaient, et notamment dans le dernier mandat. Et là, je vous rectifie, j'étais déjà élue, mais j'étais conseillère municipale, avait été mis en place ce qui avait été appelé un sommet citoyen avec une grande refonte finalement des dispositifs de participation citoyenne qui avait mobilisé assez largement, qui avait donné lieu à un pacte pour la démocratie locale avec des principes qui prévalent encore aujourd'hui, notamment de dire que quand on organise une réunion publique, on doit être très clair sur le niveau de participation et ne pas faire passer une simple réunion d'information pour de la co-construction. Bon, voilà, donc là je rentre déjà un peu dans le détail, mais il y avait ce type de principe. Il y a des choses vraiment intéressantes qui en sont ressorties, la mise en place d'outils qui sont aussi très largement développés maintenant, les budgets participatifs, vous en avez parlé, les pétitions citoyennes qui ont vraiment permis d'infléchir aussi des politiques publiques. Je me souviens d'une des premières pétitions citoyennes sur le manque d'ATSEM pour les classes de maternelle. D'aide maternelle, eh bien, très clairement, c'est une pétition citoyenne qui a enclenché tout un débat pendant la campagne des municipales et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà recruté 50 ATSEM supplémentaires et j'oublie jamais cette pétition citoyenne qui était une interpellation très forte finalement des élus de notre ville. Donc il y avait des choses qui existaient. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des limites d'un certain nombre de dispositifs. Il y avait des instances qui avaient été mises en place, qui étaient là pour évaluer les dispositifs de participation citoyenne. On s'est rendu compte qu'il y avait toujours un peu les mêmes personnes qui, pardon de le dire comme ça, mais qui tournaient parfois un peu en rond dans leur propre réflexion sur évaluer la manière dont on participe à la participation. Et alors, à un moment, enfin, c'est bien, moi, je pense, de s'interroger et de temps en temps, régulièrement, de prendre un peu de recul. Par contre, j'allais dire, de ne faire qu'évaluer sans cesse les instances de participation, à un moment c'est contre-productif parce que les instances de participation, elles sont là pour mettre en place des projets, pour mettre en place des politiques publiques, pour changer la vie des gens, pour changer la ville. Et donc, on s'est rendu compte des limites aussi de certaines de ces instances. Donc, on a cherché... On a conservé ce qui fonctionnait bien, on l'a parfois un peu ajusté. Et puis, on a développé de nouveaux formats, des formats plus ouverts, plus dynamiques. Donc, des conseils de quartier qui s'essoufflaient. On est allé sur des ateliers de quartier dans lesquels les habitants s'engagent non pas pour 6 ans, mais s'engagent généralement sur une durée de 6 mois, 1 an maximum, sur un projet précis. Et donc, ça répond aussi beaucoup plus finalement aux formes d'engagement qu'on peut retrouver, notamment chez la jeunesse, où vous avez plein de personnes qui vous disent « Non, mais moi, je ne vais pas siéger tous les mois pendant 6 ans dans une instance, je n'ai pas le temps, ma vie évolue, etc. » Par contre, oui, m'engager 6 mois sur tel projet, au coin de ma rue, bien identifié, ça, volontiers. Donc, on a aussi organisé ce qu'on appelle le Festival des possibles. La première édition, c'était l'année dernière, qui a réuni plus de 2000 personnes autour de toutes les initiatives citoyennes dans la ville. Et c'était chouette parce qu'à la fois, on l'a fait dans un des quartiers très populaires de Strasbourg. Ça a permis à plein de gens de venir découvrir ce quartier qu'ils ne connaissaient pas toujours. Mais vraiment, ça a permis, dans une ambiance très festive, très conviviale, à l'extérieur, de pouvoir montrer tout ce qui était porté par les citoyennes et les citoyens dans la ville. Et là, on se rend compte de la multitude des sujets.
On a mis aussi en place des conférences citoyennes, je pourrais y revenir tout à l'heure, sur des sujets plus complexes, sur des politiques publiques où on a bien senti qu'on avait besoin de poser le débat, d'auditionner des experts. Je pense notamment à la question du numérique, des usages du numérique et de la 5G, alors qui était un des débats qu'on a abordé en début de mandat, qui n'était pas simple d'ailleurs à une échelle locale, parce qu'on n'a pas tant de levier que ça, mais c'était important pour les habitants de pouvoir en débattre. Ou encore sur la zone à faible émission, je pourrais y revenir tout à l'heure. Et peut-être pour citer deux derniers exemples, on a mis aussi en place un jury citoyen sur l'évolution du marché de Noël de Strasbourg. Donc marché de Noël de Strasbourg, grosse institution évidemment, c'était 2 millions de visiteurs par an, maintenant c'est 3 millions de visiteurs par an. Les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois se sentaient un peu dépossédés parfois de leur propre ville pendant ces 4 semaines de marché et commençaient à bouder le marché, et on s'est dit ça va pas, il faut que les Strasbourgeois se le réapproprient, et on a mis en place un jury citoyen avec 50 Strasbourgeoises et Strasbourgeois tirés au sort sur les listes électorales qu'on bossait, donc vraiment des gens qui avaient qui se seraient pas rencontrés autrement, et qui ont planché pendant 1 an sur des propositions pour l'évolution de notre marché de Noël, ce qui a plutôt bien rempli son office. Et s'il me reste une minute, mais je veux pas abuser non plus, juste dire que on a vraiment changé les pratiques aussi dans la manière dont on travaille avec les habitants. Ce matin, j'étais dans un quartier, le quartier de la Robertsau, où on a vraiment changé la logique, quoi. Dans le dernier mandat, il y avait une telle défiance qui s'était créée entre les habitants et les élus que le seul moyen de communication, c'était les recours devant la justice sur tous les projets que portait la municipalité. On a complètement inversé la tendance. Et on a préempté un terrain et on a dit aux habitants, eh ben maintenant, on vous donne les clés, c'est vous qui nous dites comment vous allez aménager ces cours dans un bâtiment du quartier. Et alors, on a senti le moment de flottement, quoi. Des habitants qui disaient, mais vous n'avez pas des projets à nous proposer? Ah ben non, c'est vous qui allez nous dire ce qu'on fait dans ce quartier. Donc c'était assez intéressant. C'était intéressant dans le changement de posture des élus, dans le changement de posture de notre administration, qui devait aussi lâcher prise, et puis dans le changement de posture des habitants eux-mêmes, qui du coup, et je peux vous dire, ils se sont très bien pris au jeu, ont commencé à dessiner, à crayonner sur des plans, à remplir des cartes de vœux pour nous dire comment ils souhaitaient qu'on aménage cette place, et c'est en cours actuellement. Merci. Donc, plein de nouveaux outils, s'appuyer sur des outils existants, mais développer aussi de nouveaux outils, avec cette idée peut-être effectivement qui existe aussi dans les budgets participatifs, c'est-à-dire d'inverser les choses, c'est-à-dire de partir des projets des habitants et de les construire à partir d'une aspiration, d'une idée du terrain, avec un accompagnement des élus, et pas forcément que des projets qui viennent des élus et qui sont ensuite discutés avec les habitants, mais de renverser la perspective. C'est effectivement une démarche intéressante. Et aussi, c'est aussi une posture, un état d'esprit des élus. C'est des outils, mais c'est aussi un état d'esprit, une façon de recréer du lien. Et je pense, Philippe Rio à Grigny, que c'est certainement des questions que vous vous posez aussi depuis pas mal d'années, que vous mettez en œuvre dans votre ville, qui est confrontée à des défis très importants, notamment, comme je le rappelais tout à l'heure, des défis sociaux, des défis économiques. Avant l'été, la France a connu dans pas mal de territoires des émeutes urbaines qui nous ont rappelé à quel point la situation pouvait être compliqué, tendu pour un certain nombre de nos concitoyens. Est-ce que dans ces moments-là, justement, peut-être le fait d'avoir des outils ou d'avoir une certaine posture vis-à-vis des habitants vous a aidé à pouvoir gérer des réactions qui sont très vives compte tenu des événements? Vaste question. Je vais tenter d'apporter des éléments. Je voudrais remercier Terra Nova et la ville de Nancy pour ce temps où on a besoin effectivement de respirer, de réfléchir. Merci d'avoir mis l'accent aussi sur les pouvoirs locaux. Bien souvent, la démocratie, on pense que c'est un truc d'en haut. Et bien là, on va tenter d'apporter des éléments sur la démocratie d'en bas, par le bas, pour le bas. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il doit y avoir ce dialogue permanent entre
la proximité, la quotidienneté, et puis des sujets nationaux, le Parlement dont on parle beaucoup. Il y a quand même 35 000 parlements en France, avec les 35 000 communes, sans compter les conseils départementaux, les conseils régionaux. Et dans le millefeuille qui sera abordé tout à l'heure, c'est autant d'espaces où, effectivement, l'innovation, la recherche de solutions, la recherche-action parfois, fait qu'on a une multitude d'initiatives. Et en cela, moi qui suis porteur du municipalisme, des expériences en France avec des associations qui se créent pour échanger les bonnes pratiques, pour créer des réseaux, et même à l'échelle internationale avec un observatoire international de la démocratie participative, porté par cités et gouvernements locaux unis, qui œuvre là aussi partout dans le monde à identifier, partager des expériences de démocratie participative. Une limite quand même, ça le sera certainement abordé par d'autres collègues. Le local, c'est de la démocratie représentative aussi, qui n'échappe pas à des limites, et notamment pour la première fois en France depuis 2020, une démission du nombre d'élus, de maires, mais aussi d'élus qu'on n'a jamais connus par le passé. Et donc cette crise démocratique, quand bien même on pense que le local, c'est génial, eh ben, le local, sur la thématique de la démocratie représentative, est aussi en souffrance, et ça se mesure par cette démission forte et massive des élus locaux qui interroge la crise démocratique au sens large. Donc oui, c'est une bouffée d'oxygène le local, mais il y a quand même des limites, ou en tout cas des points de vigilance. Alors vous posiez la question territoriale, je rentre sur le sujet. Un territoire populaire, c'est deux choses. D'abord, comment on fait de la démocratie participative là où l'urgence sociale est au cœur des préoccupations des concitoyens. C'est pas simple. Quand 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, effectivement, la priorité de venir parler d'un projet, de penser la ville dans 15 ans, parce qu'on est sur du temps long, notamment sur les questions d'espace urbain, est quelque chose de difficilement comment cible. Dable. J'étais entre les deux, moi. D'appréhension difficile, quand le quotidien est le lendemain ou la fin du mois. Je vous assure que cet exercice est extrêmement difficile. Pour autant, ça n'empêche pas qu'il y ait des choses. Nous ne sommes pas des déserts de démocratie dans ces quartiers populaires, mais encore une fois, les inégalités et l'urgence sociale fait qu'on doit faire autrement. On parlait tout à l'heure d'ateliers. Les ateliers urbains, lorsqu'on n'est pas très loin dans la réalisation de travaux, fonctionnent très bien dans la co-construction avec les habitants, lorsque l'échéance n'est pas à 15 ans, mais dans l'année à venir. Ça fonctionne très bien. La question de la démocratie sanitaire, la relation entre les professionnels de santé, et je pense que la crise Covid, en tout cas, nous a permis, nous, localement, de retisser un lien de proximité avec nos professionnels de santé, et donc de penser autrement la santé dans la proximité et la quotidienneté. Les parents d'élèves est un espace aussi de démocratie. Et on sait combien que les parents d'élèves sont très présents. En principe, il y a un petit décrochage au niveau du collège. Mais là où nous sommes en responsabilité, nous, les parents d'élèves sont source d'un espace démocratique dans la relation avec l'école, dans la co-construction éducative, lorsque on se dit que le continuum éducatif dans l'école, le périscolaire et l'extrascolaire, le continuum éducatif est important. Et puis, il y en a bien évidemment une autre pour les collectivités locales, particulièrement dans les quartiers populaires, mais pas que, partout, c'est bien évidemment cette vie associative qui est un espace démocratique. Et donc, nous, on doit favoriser ces espaces. Et donc, là où on se dit, c'est compliqué parce que la situation sociale, en cherchant bien, j'ai pris 3 exemples, l'atelier urbain, la démocratie éducative et la vie associative, culturelle ou sportive sont des lieux où nous pouvons dynamiser, accompagner des démarches. Vous parliez des émeutes, on ne peut pas ne pas aborder la question de la démocratie et de la police. Au-delà de ce qui s'est passé au mois de juin dernier, je rappelle que
en 2023, nous fêtons les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui était partie de Vénissieux en 1983, à la suite de la mort de jeunes. 40 ans plus tard, il faut qu'on réinterroge, et là ça a un impact dans nos localités, même si ce n'est pas de notre compétence, la question de la démocratie et de la police. La police est un élément central de la démocratie. Or, aujourd'hui, il y a une crise de confiance extrêmement forte, qui n'est d'ailleurs pas limitée aux quartiers populaires et aux émeutes. Nous avons tous constaté qu'il y a une nouvelle géographie qui s'est déroulée au mois de juin, qui ne concerne pas uniquement les quartiers populaires, mais parfois les centres des grandes villes, parfois des territoires périurbains pour lesquels il n'y a pas de quartier populaire. Ici, je rappelle, y compris la défiance ou les interrogations de notre société vis-à-vis de cette police. Je pense bien évidemment aux Gilets jaunes ou à la gestion d'un certain nombre de manifestations. Dernièrement, où là où 3/4 des Français étaient contre une réforme, il y a eu quand même, je crois, un peu moins d'une dizaine de personnes qui ont subi des violences policières et qui sont mutilées. Donc cette question des émeutes, moi je la regarde à travers la nécessaire réflexion et urgence de changer notre doctrine policière sur un certain nombre de sujets, parce que notre démocratie ne pourra vivre pleinement que si et seulement si ce rapport, qui est aujourd'hui de défiance, ce rapport retrouve de la confiance. Merci beaucoup. Je voulais maintenant interroger Bora Yilmaz. Vous êtes donc adjoint à la démocratie participative ici à Nancy. Vous avez également mis en place des dispositifs de participation citoyenne. Ça serait intéressant de partager avec nous après ces 3 ans, également votre regard là-dessus, votre expérience avec les bonnes nouvelles de la démocratie participative et puis peut-être les limites aussi également pour pouvoir croiser les différentes expériences. Oui, merci et bonjour à toutes et tous. Alors, je parle sous surveillance de quelques collègues là, du conseil municipal. Mais aussi et surtout de quelques visages connus d'habitantes et d'habitants qui participent régulièrement à ces dispositifs, à nos instances. Donc j'espère qu'ils pourront eux aussi prendre la parole tout à l'heure pour faire part de leurs expériences, parce que leurs retours sont évidemment extrêmement importants, surtout sur ce sujet-là. Très difficile de résumer rapidement l'ensemble de notre action en matière de démocratie locale. D'abord parce qu'il n'y a pas en la matière de baguette magique, il n'y a pas de formule toute faite. Je crois que le secret réside d'abord dans le fait de multiplier les démarches et les dispositifs, en essayant de leur trouver évidemment une cohérence globale, mais de les multiplier parce qu'on est face à une société un peu atomisée, avec des profils d'habitants extrêmement divers, et donc il faut trouver le plus finement possible des dispositifs. Certains vont se tourner vers le budget participatif très facilement, d'autres vers un conseil de quartier. Voilà, il en faut un petit peu pour tous les profils d'habitants, tout en essayant de trouver une cohérence globale. Alors, on a d'abord commencé par poser des actes politiques assez forts en début de mandat. On ne partait pas non plus de zéro, évidemment. Celui qui a été maire de notre ville pendant plus de 30 ans, André Rossino, a été ministre de la ville. Donc il avait une certaine sensibilité, alors pas toujours sur les mêmes positions, mais en tout cas une fibre de la proximité, de la participation des habitants, notamment dans les quartiers populaires. Donc on ne partait pas du tout de zéro, mais on faisait le constat que beaucoup de choses s'essoufflaient, qu'il fallait refonder tout ça. Alors, premier acte politique, c'est que nous avons à Nancy non pas un élu à la participation citoyenne, mais 3. Puisque, et je salue Laurent Vatrin qui se trouve là, qui est plus sur les questions d'innovation, d'outils numériques. Annette Mathieu qui doit être dans les parages là-bas, qui est sur les méthodes démocratiques, sur l'Assemblée citoyenne. Et moi qui suis plutôt sur la vie des quartiers, le budget participatif.
On s'est dit que pour refonder tous ces outils, il fallait le faire avec les habitants. Donc le premier acte politique que nous avons posé, c'est celui d'installer une assemblée citoyenne tirée au sort, qui a travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration, à la rédaction d'une constitution municipale. Bon. C'est dit comme ça un petit peu pompeux, ça n'a évidemment aucune valeur juridique, mais il nous a semblé que politiquement, symboliquement, c'était important de poser un acte comme celui-là pour dire nous allons entrer dans une nouvelle ère démocratique, une nouvelle ère de la participation à Nancy. Cette constitution municipale, elle a été ensuite partagée avec le conseil municipal, elle a fait l'objet d'une délibération et elle fixe les grandes règles de fonctionnement de nos outils, de nos dispositifs. Parmi ces outils, ces dispositifs, j'en citerai deux, je pourrais multiplier les exemples, mais le budget participatif, qui est nouveau à Nancy depuis 3 ans. On n'a rien inventé, puisque dans beaucoup d'autres villes, ça s'est déjà développé. Et puis je rappelle que ça existe depuis la fin des années 80, Porto Alegre. Je rappelle aussi que les budgets participatifs sont nés dans un contexte aussi... il s'agissait de donner la parole aux habitants des favelas de Porto Alegre pour améliorer leur cadre de vie, amener l'assainissement, amener l'eau. Donc il y a une relation assez intime avec les questions de pauvreté, les questions sociales, quand on parle de démocratie. Donc le budget participatif qui... moi, j'y suis très attaché. Je trouve que l'intérêt, c'est d'abord de permettre aux habitants de prendre leur part dans la décision, parce que trop souvent, les dispositifs de participation citoyenne donnent la parole, on est dans l'écoute, mais les habitants ne participent pas directement à la décision et le budget participatif le permet. On consacre 1 million d'euros chaque année dans notre budget d'investissement aux projets proposés des habitants. Ce que ça permet aussi, c'est de l'éducation populaire, le budget participatif, parce que les habitants qui s'en emparent comprennent mieux, apprennent le fonctionnement, le millefeuille aussi dont on va parler. Enfin, ça leur permet tout simplement de comprendre ce que sont les compétences de la ville, celles de la métropole, celles du département. Et pour ça, de ce point de vue-là, je crois que c'est un outil assez précieux. Et puis, dans le budget participatif, il y a la participation à la décision, mais il y a aussi la participation à la mise en œuvre des projets retenus, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'une fois que les projets sont adoptés, votés par les habitants, nous les associons avec les services, et ça induit, je pourrais aussi en parler, des bouleversements dans l'administration municipale, parce qu'il a fallu changer les habitudes, bosser de façon transversale, et c'est pas simple du tout dans une grosse administration locale. Mais associer les habitants dans la mise en œuvre des projets du début à la fin, c'est extrêmement important, et le budget participatif le permet. Et puis on a toiletté un petit peu, je vais le dire comme ça, nos conseils de quartier, qui s'appellent les ateliers de vie de quartier. On a redécoupé les périmètres pour gagner en proximité. On est passé de 7 à 11 quartiers, et on essaye modestement, mais avec beaucoup de détermination, d'en faire des instances qui soient moins, disons, descendantes par rapport à ce que ça a pu être par le passé, où c'était un peu... je le dis trivialement, mais des courroies de transmission de la municipalité. Bon. On essaye de travailler en aller-retour constamment avec ces ateliers de vie de quartier. Ils nous font remonter, on les consulte régulièrement sur des sujets. Je vais m'arrêter là pour le moment parce que je suis un petit peu long, mais je reviendrai aussi sur les limites, parce que ça nous apprend beaucoup en matière de limites. Tout à fait. Merci beaucoup. On voit bien avec vos interventions que il y a des outils, il y a une posture, un état d'esprit aussi, une forme de sincérité. Et je pense que les citoyens, c'est en étant aussi au contact avec les élus, à travers ces différents outils, qu'ils peuvent se rendre compte d'une certaine forme de sincérité ou pas, ou d'instrumentalisation de ces outils de participation citoyenne. Et puis, comme vous le disiez, ça permet quand même aussi de recréer une certaine forme de confiance, parce que pour les citoyens qui peuvent rentrer dans les rouages
de l'administration, voir comment ça se passe, comprendre les contraintes. Et du coup, plutôt que d'être face à une incompréhension sur les délais de réalisation, sur les différentes compétences, de s'approprier la connaissance et d'améliorer sa connaissance du fonctionnement, je pense que ça contribue à recréer de la confiance. Nous allons continuer ce débat en s'interrogeant sur la question. Donc on voit bien qu'il y a des villes qui mettent en place des dispositifs de participation citoyenne, mais on sait bien qu'en France, il y a beaucoup de niveaux de collectivités différents. Il y a des conseils départementaux, les conseils régionaux, mais il y a aussi les intercommunalités maintenant. Alors, c'est ce millefeuille territorial qui est parfois un peu décrié. Il a aussi quand même comme objectif de permettre à des collectivités locales de se spécialiser dans certaines politiques publiques et donc de gagner en efficacité quand on confie plus particulièrement telle politique économique ou sociale à tel échelon. Ça permet qu'il n'y ait pas de doublons. Mais du coup, pour les citoyens, c'est peut-être à la fois plus de lieux de démocratie, mais est-ce que c'est si facile que cela d'y aller, d'être en lien avec ces différents échelons? Et du coup, est-ce que ça ne crée pas de nouveaux lieux un petit peu mystérieux ou d'incompréhension de comment ça se passe dans ce millefeuille territorial? Donc, Shayness Kirouni, je voulais vous interroger là-dessus en tant que présidente de conseil départemental. Quel est votre regard aussi sur cette démocratie participative à l'échelle de tout un territoire? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, quand on a évoqué la question du millefeuille territorial, je me suis dit, je vais aborder la démarche de démocratie locale, de démocratie participative avec une forme d'a priori, puisque aujourd'hui, le millefeuille est devenu un terme plutôt péjoratif. Or, il se trouve que la question du millefeuille, c'est tout simplement l'organisation territoriale de notre territoire, en fait, en termes de proximité, en termes de services publics, en termes de compétences. Et donc, la commune, le département, qui sont d'ailleurs historiquement, qui font partie justement de cette organisation territoriale, puisque si j'en reviens à les lois de décentralisation de 82, les lois Defferre, justement, repose de manière plus forte la question de la décentralisation, avec la création, effectivement, à ce moment-là, d'un échelon supplémentaire qui est la région. Mais l'objectif initial des lois de la décentralisation de 1982 avait comme objectif le renforcement de la démocratie locale et de faire en sorte que, justement, le citoyen soit au plus proche des décisions locales portées par les élus et les décisions qui sont prises justement au niveau de la commune ou au niveau du département. Et je pense que ça, il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est aussi ce qui a permis, je crois, une proximité entre les élus locaux et leurs citoyens. Ce qui ne signifie pas évidemment que nous sommes tous et toutes confrontés à la question de la co-construction, la participation et comment est-ce que l'on fait en sorte que, alors j'aime pas le terme, j'en ai pas trouvé d'autres, les usagers, notamment pour le département de Meurthe-et-Moselle, comment les usagers citoyens puissent être impliqués dans les politiques publiques qui sont déployées. Et si je prends le département, qui est quand même une collectivité locale, qui a au cœur de ses compétences des politiques publiques extrêmement importantes. Elle couvre le champ des solidarités, la question des personnes âgées, la question de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, la question de l'accompagnement des personnes en insertion, je pense notamment aux allocataires du RSA, la question extrêmement fragile et sensible de la protection de l'enfance. Eh bien, le département doit nécessairement se réinventer parce que mettre en place ces politiques publiques
améliorer ces politiques publiques en termes qualitatifs, c'est d'abord être à l'écoute de celles et ceux à qui nous nous adressons. Alors il se trouve que moi j'ai la chance de présider le département de Meurthe-et-Moselle depuis maintenant 2 ans et on va dire depuis 98 et pour celles et ceux qui l'ont connu quand Michel Dinet a pris la présidence du département de Meurthe-et-Moselle et notamment en lien avec son histoire et son parcours, la logique de comment est-ce que on fait participer en partant du local, en partant des associations, en partant des habitants, des territoires, celles et ceux qui sont justement en première ligne et qui sont des experts d'usage, comme on le dit, comment est-ce qu'on les fait participer pour faire en sorte que les politiques publiques que nous menons se rapprochent et correspondent on va dire, le plus fortement, évidemment rien n'est parfait, mais en tout cas, correspondent le plus fortement à ces attentes. Et avant de venir peut-être à ce que nous faisons au département de Meurthe-et-Moselle, il y a un biais dans cette histoire de décentralisation. L'esprit des lois de fer était renforcer la démocratie, transférer des compétences et donner les moyens d'agir, donner les moyens financiers aux collectivités locales pour qu'elles puissent mettre en œuvre leurs projets. Or, nous assistons depuis plusieurs années non seulement à une reconcentration d'un certain nombre de politiques publiques par l'État et surtout à une marge d'autonomie financière qui, au fur et à mesure, se réduit, comme peau de chagrin. Et le problème, c'est que quand vous n'avez plus les moyens de vos politiques publiques, de la mise en œuvre de votre projet, vous êtes élu sur un projet, mais si on vous enlève les moyens d'agir et de mettre en œuvre ce projet, eh bien forcément, vous allez créer de la défiance vis-à-vis des citoyens, de la défiance vis-à-vis de vos électeurs. Et donc, je dirais qu'il faudrait que l'on revienne quand même à l'esprit de la décentralisation en faisant en sorte qu'on ait un acte 2 réel où les collectivités locales reprennent la main et surtout que nous puissions avoir les moyens de développer et d'engager nos projets. Et donc, le département de Meurthe-et-Moselle a tenté depuis maintenant, je dis depuis 1998, d'innover dans sa façon d'aborder ses politiques publiques et notamment en créant des instances où les personnes qui sont concernées, je pense notamment aux collégiens, puisque nous avons la responsabilité des collégiens, on a mis en place l'Assemblée départementale des collégiens, où on travaille justement à l'engagement citoyen, au développement de la citoyenneté. Qu'est-ce que ça signifie de pouvoir être acteur de ces choix et acteur de ces politiques publiques. Nous avons mis en place des conseils consultatifs où les personnes en situation d'insertion, comme le fait notamment, je pense, ayant passé quasi toute la semaine avec ATD Carmonde, qui a vraiment une approche de ce sont bien celles et ceux qui sont concernés par les politiques publiques qui sont le mieux placés pour nous dire quelle est l'orientation à prendre et quelle est l'efficacité de ces politiques publiques. Et là, nous avons des conseils consultatifs qui font la place, notamment aux personnes en situation d'insertion. Mais ce n'est pas parfait. Et nous voyons bien, tu l'as dit, la question de la défiance, nous la vivons aussi. Elle n'est pas que nationale. Et donc, nous avons, nous aussi, intérêt à nous réinventer. Nous avons intérêt à réinterroger nos méthodes. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons donc, dans ce projet départemental voté dans ce nouveau mandat, nous avons mis en place une délégation spécifique à la participation et à la co-construction avec des élus dédiés. Nous avons décidé également de faire un diagnostic de l'existant et de lancer un certain nombre d'expérimentations autour de hackathons, par exemple avec des jeunes, les associer à comment est-ce qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons souhaité, et là c'est plutôt une innovation, j'ai demandé à ce qu'on soit extrêmement attentif aux enfants qui sont concernés par notre politique publique de la protection de l'enfance. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ces questions,
En synthèse, nous accueillons et le département a la responsabilité des enfants qui nous sont confiés par le juge lorsqu'ils ne peuvent plus rester dans les familles pour des faits de violence. Et donc c'est une politique fragile, sensible. La parole des enfants, elle doit être accompagnée, mais j'ai demandé à ce qu'elle soit entendue et qu'on trouve les espaces et les instances pour qu'elles et ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils et elles vivent au quotidien lorsqu'elles sont et qu'ils sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Et donc, on a eu de beaux moments d'expression devant un parterre de personnes plus nombreux que celui-ci. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait même chez ces enfants dans des fragilités la nécessité de parler de ce qu'ils souhaitent de leur parcours. Voilà les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup. On voit bien à travers votre témoignage à quel point la question de la participation citoyenne, c'est une question de culture commune, de culture d'une société qui souhaite développer de manière générale une attitude participative de la part de ses citoyens. Et vous évoquiez les collégiens ou les jeunes placés. Dans notre association, on croit beaucoup au fait que cette culture de la participation, elle doit se mettre en place dès l'enfance. C'est-à-dire que les citoyens de demain, c'est quand même plus facile de leur demander de participer, de demander leur avis, si c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis l'enfance et que ça fait partie de notre vie, qu'à un moment donné, donner son point de vue, participer dans les prises de décision, et que donc ça se construit et c'est pas si facile que ça de demander à des gens qui n'ont jamais donné leur point de vue sur aucune aucune institution qu'ils ont pu côtoyer, que ce soit l'école, l'entreprise ou la municipalité, du jour au lendemain de leur demander leur avis. Alors que si c'est mis en place dès l'enfance par certains dispositifs, on peut construire une société de la participation. Et je pense que vous le montrez aussi à travers le conseil départemental, qui ne sont pas forcément des collectivités où on pense qu'il peut y avoir de la participation citoyenne, alors qu'au contraire, ce sont des politiques extrêmement proches des gens. Bruno Arbouet, vous êtes donc coprésident de la coordination des conseils de développement. C'est l'occasion aussi, cette table ronde, de revenir sur le travail des conseils de développement qui font du travail au niveau des territoires et peut-être de nous interroger sur la nécessité d'organiser peut-être un peu plus de coopération, un peu plus d'interface entre les différentes échelles territoriales à partir de votre expérience. Oui, merci. Peut-être en préambule, il me semble qu'il y a un fil rouge tout au long de la matinée et puis maintenant, qui est à la fois une forte ambition qu'on partage tous pour tenter d'apporter des réponses à la crise démocratique. Et en même temps, j'aurais tendance à dire, au vu de notre expérience commune, collective, voire différente, c'est en même temps l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à travers tout ce qu'on initie, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. On voit bien qu'il y a un appétit considérable de nos concitoyens à participer, à être entendus, et en même temps, concrètement, c'est compliqué de les amener à participer. Alors, les conseils de développement, ils sont compétents, j'allais dire, légitimes à une échelle de l'intercommunalité. Ils ont été créés par la loi Voynet et puis devenus obligatoires d'ailleurs pour toutes les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. C'est une instance donc citoyenne, organisée, le mot peut-être le plus important, territorialisée, à l'échelle donc de ces intercommunalités, c'est-à-dire aussi bien les métropoles que les agglomérations, voire les pays. Notre association en regroupe, je parle sous le contrôle de notre délégué, je crois autour de 120. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire deux choses quant au territoire pertinent. D'une part, les intercommunalités, au sens large, se sont vues transférer un certain nombre de compétences de la commune qui sont des compétences qui touchent à la vie quotidienne
des habitants, la mobilité, etc. Et donc, la question pour nous, c'est comment on construit du commun à l'échelle communautaire, à l'échelle, c'est-à-dire au-delà des appartenances communales, comment on arrive à forger une appartenance un peu plus large. Avec une difficulté, c'est que comment être un acteur participant à la prise de décision dans un espace démocratique indirect, puisque les présidents de ces intercommunalités sont élus au suffrage universel. Donc, une de nos revendications, pas le lieu d'en parler ici, mais ça serait plutôt de dire on gagnerait, nous semble-t-il, en lisibilité si l'exécutif de l'intercommunalité pouvait être élu au suffrage direct. La deuxième chose, c'est qu'on voit que dans tous les conseils de développement, en fonction des sujets qu'on aborde, on dépasse très souvent les limites administratives de notre territoire. On est un certain nombre, par exemple, à travailler sur la question de l'eau. L'eau, le bon territoire pertinent, c'est plutôt le bassin versant. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est plus l'espace administratif, mais ça va être l'espace de projet, le territoire de vie, tout simplement, ou la communauté de destin. Voilà, enfin, donc, il nous semble que c'est important de travailler ces échelles territoriales en essayant de dépasser le cadre administratif qui nous est imposé de par la loi. Oui, et d'être dans le bassin de vie, comme vous disiez, des habitants, c'est-à-dire peu importe que là, ça dépende de tel découpage administratif, à un moment donné, il y a une vie au niveau d'un bassin, et il faut essayer de résoudre les questions à ce niveau-là. Merci. Donc on a vu que cette démocratie locale, participative et vivante, qu'il y a de nombreux outils qui sont mis en place, déployés, mais en même temps, on voit bien aussi que qu'elle peut avoir ses limites, et surtout qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses au niveau local, comme vous en avez témoigné, mais que c'est parfois difficile de faire remonter ces outils participatifs au niveau de la politique nationale. Finalement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un budget participatif national sur un certain nombre de sujets? Pourquoi est-ce Alors, on voit qu'il y a des conventions nationales, citoyennes nationales maintenant, notamment mon association a été à l'origine de l'idée de faire une convention nationale pour le climat. On a accompagné cette démarche et on voit qu'il y a eu ensuite celle sur la fin de vie qui a été un succès. Mais au-delà des conventions citoyennes nationales, il n'y a pas beaucoup de dispositifs de participation citoyenne. Alors finalement, pourquoi ? Est-ce que c'est lié au parcours et à la répartition des peut-être un peu plus forte, un peu plus qu'avant entre les élus locaux et les élus nationaux, et que finalement il y aurait une sorte de rupture entre les deux? Est-ce qu'il faudrait légiférer, créer des outils de participation citoyenne pour les imposer à la fois dans toutes les communes, mais aussi au niveau national? C'est sur cette interrogation, ce sentiment de plafond de verre que je voulais vous interroger, notamment Jeanne Barseguian. Donc, selon vous, comment faire en sorte qu'il y ait un plus grand continuum, non pas au niveau local, mais entre le local et le national, finalement? Difficile question, évidemment, mais peut-être en rebond à ce qui a été dit avant, je crois qu'on a besoin de faire évoluer nos institutions en France. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Chaynesse Khirouni tout à l'heure sur le besoin de davantage de décentralisation ou ce qui vient d'être dit à l'instant sur le nécessaire suffrage universel direct pour des intercommunalités, a fortiori des métropoles qui gèrent aujourd'hui les plus grosses compétences et les plus gros budgets. Moi, j'ai quand même le sentiment que on est dans que la constitution de notre 5e République, elle date, elle a 65 ans, et que il est temps
peut-être qu'elle parte à la retraite, voilà, et qu'on se dote en tout cas de nouveaux outils qui nous fassent aussi rentrer voilà, dans le cercle des démocraties européennes dans lesquelles le Parlement a plus de poids que l'exécutif au niveau national, où on introduit de la proportionnelle, où effectivement les territoires ont davantage de poids qu'en France, où on est encore dans un État extrêmement centralisé. Et moi je pense que la démission dont parlait Philippe Rio tout à l'heure des élus locaux, c'est aussi de ce sentiment quand même, et on l'a bien vu ces 3 dernières années, qu'on est en première ligne en permanence en tant qu'élus locaux à gérer les multiples crises toujours plus nombreuses qui se cumulent, qui sont complexes, dans un monde en plein bouleversement. Enfin, moi je le vois, en 3 ans, on a géré la crise sanitaire, l'arrivée de milliers de familles venues d'Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Et ça n'arrête jamais. Donc, on est sans cesse, en plus des projets de transformation de long terme dans la gestion de l'urgence, et en plus, il y a un mouvement quand même de recentralisation dans ce pays où on a quand même le sentiment que les moyens qu'on nous met à disposition, soit ils baissent, soit ils restent les mêmes, et donc c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure. Donc, à la fin, ça fait moins, alors que les besoins sociaux explosent et qu'on doit résolument engager cette transition écologique. Donc, ça, pour moi, je pense quand même que ça devient nécessaire. Je me demande même si on n'a pas trop attendu pour mener cette réforme, parce que maintenant qu'on a beaucoup de gens qui s'abstiennent, qui votent plus, qui ont une défiance énorme vis-à-vis des institutions, bon courage pour aller, mobiliser à une échelle nationale sur la réforme des institutions elles-mêmes. Enfin, moi, j'avoue que je suis assez inquiète de ça, parce que je me demande si on n'a pas loupé un coche il y a quelques années. Ensuite, peut-être deux réflexions complémentaires. La première, et ça a déjà été dit, mais c'est que pour que des dispositifs participatifs intéressent, mobilisent, ils doivent être suivis des faits. Vous avez cité la Convention citoyenne sur le climat. Super dispositif, hein, on s'en est inspiré à Strasbourg. Non, mais c'est génial, les propositions sont géniales. Sauf que si derrière, elles ne sont pas suivies, alors là, vous avez utilisé le mot déceptif en introduction. Là, la déception, elle est gigantesque. Et vous dites que la Convention citoyenne sur la fin de vie est un succès. Moi, je le souhaite, mais pour l'instant, on ne sait pas. En fait, on verra la manière dont les propositions des citoyens sont transcrites ensuite dans les textes législatifs et de la manière dont ils seront adoptés. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. Et déjà, nous, on peut avoir du mal à le faire à une échelle très locale. Et effectivement, je rejoins Philippe Rio, il faut souvent que ce soit, dans les 6 mois, dans l'année que... le citoyen qui s'engage, qui fait une proposition, il voit quand même un résultat concret sur le terrain de la proposition qu'il a faite. Alors à une échelle nationale, c'est évidemment encore plus compliqué d'avoir cette forme de réactivité et d'effet à la participation. Donc je dirais ça, c'est en tout cas un élément de réflexion. Le deuxième, et je m'arrête là, c'est la question de la représentativité. Aussi bien d'ailleurs la représentativité des élus, des personnes qui représentent la population. Donc, et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, on a essayé à Strasbourg de renouveler les visages, les parcours, les profils politiques, et pour avoir une équipe municipale qui soit un peu plus à l'image de la population strasbourgeoise. Je pense qu'on a progressé, mais je pense qu'on est encore très loin, en fait, d'avoir atteint une véritable représentativité. Donc ça, je pense que c'est essentiel, parce que sinon, finalement, si vous ne vous sentez pas représenté, si vous ne pouvez pas vous projeter, forcément, ça génère de la défiance. Et ça, c'est valable au niveau local comme au niveau national. Et c'est aussi la représentativité des personnes qui participent. On a mené tout un travail à Strasbourg sur la place des femmes dans les mobilisations citoyennes. Je peux vous dire que vous pouvez avoir de sacrés, vous le savez, mais vous pouvez avoir de sacrés biais si vous ne prenez pas en compte de manière conscientisée cette question avec des experts, avec une animation qui prend en compte la parole des femmes, avec une organisation, avec des garderies sur place dans les réunions publiques qui permettent aux mamans, parce que oui, c'est encore généralement des mamans qui gardent les enfants, à 3/4, 75%, c'est des mamans. Donc, de leur permettre de venir participer à des réunions et de faciliter leur parole, en fait, forcément, vous allez avoir une majorité d'hommes qui participent et la parole sera biaisée, en particulier si vous allez sur des politiques publiques du type urbanisme, mobilité. En fait, votre participation, elle sera biaisée aussi. Donc cette notion de représentativité,
aussi bien pour les élus que pour les personnes qui participent, elle me paraît essentielle et à toutes les échelles. Merci pour ce témoignage et je retiens aussi l'idée d'une évolution de nos institutions de la République. Dans notre association, nous militons aussi pour une convention citoyenne nationale sur les institutions pour qu'il y ait une vraie réflexion dans le pays sur une évolution de notre constitution qui permettrait peut-être de créer des outils participatifs ou en tout cas un peu plus représentatifs aussi. Chahinez, vous vouliez rebondir sur la représentativité? Oui, je voulais rebondir sur les propos de Jeanne Barséguian et notamment la question de la représentativité de nos assemblées en lien avec la diversité de la société. C'est un vrai sujet et notamment, je voulais rappeler que la question des femmes, parce que souvent on a eu le débat des lois et de la question de la parité, est-ce qu'il fallait passer par une loi? Alors autant peut-être il y a 15 ans, 20 ans, j'aurais dit non, laissons le temps faire et nous y arriverons. Et en fait je me rends compte que dans les assemblées, elles ont pu être quand même à un moment ou à un autre paritaire parce que la loi est passée par là. Et je donne un dernier exemple, c'est celui justement de la dernière réforme qui a permis notamment au département de changer le mode de scrutin puisque nous sommes élus en binôme, un homme, une femme. Donc maintenant, les assemblées sont paritaires. Alors, on a toujours la problématique de la tête de l'exécutif. Je ne sais pas comment on va pouvoir le résoudre, mais on peut accompagner un certain nombre de femmes à se lancer. Mais nous sommes passés d'une assemblée départementale avant cette loi à 13% de femmes. 13% de femmes. Dans certains départements, il n'y avait même pas une femme dans les assemblées. À 50% de femmes. Alors après, il reste encore du boulot puisque on doit être... je crois, un tiers de femmes sur la centaine présidentes de département. Donc il faut en passer par des outils juridiques pour améliorer la diversité. Philippe Rio, sur cette question de du plafond de verre, en quelque sorte, de la démocratie locale vers la politique nationale. Quel est votre sentiment ? Ce matin, Pierre Rosanvallon a dit que la démocratie doit dépasser le champ politique pour aller vers la vie civile. Et là, en fait, on a l'expression de ce dépassement, puisque tous les exemples que nous prenons montrent bien que nous avons dépassé le champ politique et que donc les pouvoirs locaux sont partie intégrante de la vitalité démocratique dans notre pays. On n'a pas parlé de conseil municipal des enfants, on n'a pas parlé de conseil municipal des jeunes, mais on pourrait en parler extrêmement longtemps. Je vous ai entendu parler d'eau dans les régies publiques d'eau, là où il y en a. Il y a des associations de quartier, des grandes associations, des citoyens qui participent à la décision des orientations politiques. Et donc, la décentralisation doit être au cœur de ce renouveau démocratique. Ça l'a été dit, je remercie vraiment la prise de parole qui a eu lieu sur la nécessité de réinventer une décentralisation 40 ans après les lois de fer de 82-83. On a une fonction publique solide, robuste, costaud, et on a l'agilité pour continuer à participer à cette nécessaire démocratie qui s'essouffle. Elle s'essouffle chez nous, mais peut-être plus lentement qu'au niveau national. En tout cas, la relation de confiance se délite un peu, mais moins qu'au niveau national. Et donc, on ne peut pas parler démocratie en France sans avoir l'absolue nécessité de repenser une démocratie basée sur une nouvelle décentralisation démocratique, sociale, féministe, et on peut employer d'autres mots, parce que c'est partie intégrante de notre pays et nos concitoyens y sont attachés. Sur le plafond de verre, dans les quartiers politiques de la ville, la loi a imposé les conseils citoyens de la loi Lamy de 2014. Le bilan est très mitigé. Et donc, à votre question, est-ce qu'il faut imposer des choses nationalement pour obliger les territoires à mettre en œuvre? Moi, je dirais, au vu de cette expérience, ça n'a pas fonctionné chez moi. Chez certains de mes collègues, ça fonctionne bien.
Je dis mitigé, même si c'est plutôt, en fait, ça fonctionne plutôt pas bien. Pour autant, l'idée est bonne de base, le pouvoir d'agir des concitoyens des quartiers populaires pour participer à la rénovation urbaine, pour participer à la vie démocratique. Tout ça pour dire quoi? En fait, je pense que on doit avoir des outils juridiques, ça l'a été dit sur la parité, il n'y a pas de souci. J'ai entendu, je suis arrivé en fin de matinée, et on interroge beaucoup les citoyens, il faut les éduquer, il faut que dès l'école, ils participent à tout ça, etc. Fondamentalement, les politiques ont une responsabilité majeure. Le délitement de la démocratie passe par la non-réponse à des questions qui sont soulevées depuis longtemps. Si je reviens sur la question, vous m'avez posé un peu des émeutes, est-ce que ça fait pas longtemps qu'on parle de la police? Est-ce que ça fait pas longtemps qu'on parle de racisme? J'ai fait référence à à la Grande Marche pour l'égalité de 1983. Mais ça fait 40 ans qu'on parle de tout ça. Et le politique n'a pas apporté de réponse. Et donc, nous avons une réponse. Localement, nationalement, parce que des trucs qui traînent trop longtemps, j'ai entendu tout à l'heure, et je terminerai par là, le débat sur l'abstention. Que disent les gens? Non mais vous ne nous inquiétez pas, on vous parle de ça depuis longtemps et c'est pas réglé. Bien évidemment, la vie est plus complexe que cela. Évidemment. Mais ce délitement de la démocratie, c'est aussi des non-réponses, des fois, parfois à des mouvements très importants. Et je reviens sur 3/4 des Français qui étaient contre la réforme des retraites. Quand ça passe comme ça abîme et ça délite la démocratie. Tout simplement, je ne suis pas sûr que si on a 3/4 de nos habitants qui nous envoient une pétition pour ne pas faire, on ne fait pas. Je ne crois pas. Ça va être difficile, hein? Ça va être difficile. Donc, quand ça vient d'en haut, attention, ça peut parfois ne pas faire. Par contre, il faut nous redonner du pouvoir d'agir, ça l'a été dit, sur des moyens. Et cette loi, elle s'appelait les libertés locales. Et dans notre pays, aujourd'hui, on en a encore plus besoin qu'hier. Merci. Bora Yilmaz, donc, sur ces limites, sur le niveau national, votre sentiment? Je pense qu'un budget participatif national serait une perspective très enthousiasmante, mais peut-être que l'enjeu immédiat serait déjà de permettre aux députés de voter le budget de la nation. Je crois que ça a fait l'objet d'une discussion un peu animée ce matin, et très légitimement, parce que je m'autorise à dire ici que quand des actes comme ceux-ci sont posés au plus haut sommet de l'État, je pense au 49.3 évidemment, ça a un petit peu tendance à nuire à tous les efforts auxquels nous nous livrons en bas, localement. Et je ne dis pas ça pour opposer le très local et le national, parce que je souscris complètement à cette idée d'un continuum qui va du local au global, du global au local. Et ce que je voudrais dire en guise peut-être de mise en garde, c'est qu'il y a un risque avec les dispositifs de démocratie locale, c'est d'introduire une sorte de division du travail démocratique. C'est-à-dire avec d'un côté les habitants à qui on permet d'améliorer leur cadre de vie immédiat dans leur quartier, donc sur des petits projets, et puis aux grands élus et à ceux qui savent les grandes questions, les grands sujets. Voilà. Au contraire, je pense que la démocratie locale doit être pensée systématiquement comme une porte d'entrée vers la démocratie tout court. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de démocratie locale, de démocratie nationale. Il y a une notion qui s'appelle la démocratie. Et vraiment, je pense qu'il faut penser ces dispositifs comme une porte d'entrée dans une conviction, dans un enjeu démocratique global. Tout à fait. D'ailleurs, on l'a vu au moment du grand débat, où dans des petites salles communales, il y avait des débats très pointus parfois sur les questions de fiscalité, de géopolitique. Et que donc on voit bien qu'il n'y a pas un endroit où effectivement on parlerait que de sujets très locaux et d'autres endroits de sujets nationaux. Les citoyens eux-mêmes abordent toutes ces questions et font le lien entre elles.
Je me permets une petite remarque que j'ai oubliée, mais sur le lien avec le national. La ville de Nancy est membre fondatrice avec d'autres communes de l'association Réseau national des budgets participatifs qui a été créée l'an dernier à Amiens. Et nous accueillerons l'année prochaine à Nancy les rencontres nationales de cette association. Ça fait des mois depuis qu'on a créé l'association que nous avons sollicité au gouvernement une rencontre pour parler de notre association et parler de ces démarches que nous mettons en œuvre dans nos communes. Et nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour de la part du gouvernement. C'est significatif, à mon avis, d'un petit malaise peut-être, alors je ne sais pas s'il y a un désintérêt, parce que tout le monde se targue aujourd'hui, enfin vante les élus locaux, ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en œuvre, mais là je constate à travers cette association dont je suis administrateur qu'on rencontre les plus grandes difficultés à faire part de nos démarches au plan national. Merci. Je vais vous donner la parole, Bruno Arbouet, à propos de ce continuum de qualité démocratique que vous souhaitiez évoquer. Et puis après, avant de donner la parole à la salle, je voudrais qu'on aborde quelques questions, notamment sur la question de la participation de certains publics et aussi la question du numérique. Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre Rosanvallon là ce matin. Il parlait de démocratie permanente. D'autres parlent de démocratie continue. On voit bien que les citoyens, on ne se contente plus d'être compétents un dimanche tous les 5 ans, quoi. On souhaite être associé. Bon. Et la difficulté... Donc, aujourd'hui, les conseils de développement, ils existent, encore une fois, de par la loi. Toutes les collectivités, d'ailleurs, un certain nombre d'entre elles sont hors la loi. D'ailleurs, une des questions, c'est est-ce qu'il faut obliger les collectivités? On voit bien que si c'est simplement qu'un respect de la loi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire si les élus ne sont pas convaincus de la pertinence d'avoir à leur côté une participation citoyenne active, c'est évidemment contre-productif. Donc, nous, on parle effectivement de continuum démocratique. C'est-à-dire qu'on a tout à fait la conscience ou la lucidité de voir que nos conseils, s'ils sont compétents sur le territoire intercommunal, leur notoriété, leur lisibilité est très faible. Et or, me semble-t-il, on parle de convention citoyenne, les conseils de développement rassemblés au sein d'une coordination nationale pourraient être une espèce de convention citoyenne permanente et territorialisée. La conviction qui est la nôtre, c'est que notre pays est quand même confronté à des défis colossaux. Transition climatique, transition économique, sociale, etc. Et qui va obliger à des ruptures. Or, ces ruptures ont besoin d'adhésion. Et si ces adhésions ne sont pas gérées à une échelle locale, ça ne marchera pas. Donc, on se dit... On a fait des propositions. D'ailleurs, on n'a pas de réponse négative. On n'a pas de réponse tout court. Parce qu'on pourrait avoir, ce qui ne serait pas choquant, des réponses non, vous n'êtes pas légitime. Nous, on considère qu'il n'y a pas de conflit entre démocratie représentative que vous représentez et puis démocratie participative. Il y a une articulation, l'écodev. Nous, on se garde à la fois de ne pas être les oppositions aigries des exécutifs en place et en même temps de ne pas être non plus les courroies de transmission des élus en place. Voilà, donc on a cette indépendance relative qui fait que notre parole peut être quelquefois un peu urticante, mais elle est toujours dialogante. Donc, le sujet qu'on n'a pas su traiter à cette heure, c'est celle que vous posez, c'est-à-dire comment on articule cette expression démocratique dans les conseils de développement, mais pas que, évidemment, avec le niveau national. Ce matin, Dominique Potier évoquait l'idée d'une mission parlementaire sur ce sujet-là. Nous, on y banco. On dit banco. Mais je ne vais pas faire ici ma casquette m'oblige à une certaine neutralité. Mais enfin, la dernière initiative du ministre en charge du renouveau démocratique, c'est de créer un TripAdvisor, il a appelé ça comme ça, un TripAdvisor de la démocratie. Une application qui s'appelle depuis 2 jours, là, qui s'appelle Agora. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Tout ça est sympathique.
Sauf que ça renvoie le citoyen face à son smartphone. On n'est pas dans le collectif, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la production, dans la confrontation. Tout à l'heure, là, j'ai vu qu'Alexis Corbière prônait contre le consensus. Moi, je pense que pour en sortir, il faut du dialogue, il faut de la confrontation, mais de la confrontation apaisée. On n'a pas besoin de s'injurier, ni de... Voilà, on n'a pas besoin d'être dans la radicalité. Donc, pour ça, il nous faut trouver cet échelon manquant. Et là-dessus, nous, on est partants. On réunit l'ensemble des conseils de développement, le hasard fait à Nancy dans 2 mois. On va interroger les pouvoirs publics sur cette question-là. C'est-à-dire, quand je dis les pouvoirs publics, si le gouvernement ne veut pas le faire, peut-être qu'une initiative parlementaire pourrait le faire. C'est comment on articule le niveau national avec tout ce qui se fait en matière d'expérimentation locale. Merci, je vois l'heure qui tourne et on voudrait quand même donner la parole à la salle. Je voulais du coup rebondir peut-être sur cette question du numérique, puisque vous évoquez la nouvelle application du gouvernement de consultation. Au moment du Covid, beaucoup d'outils numériques se sont mis en place pour permettre quand même un petit peu de participation malgré les événements. Des outils existaient aussi avant. Comment faire en sorte que ça soit un plus et que ce ne soit pas encore plus excluant pour ceux pour qui c'est difficile le numérique? Shaines Kirouni, peut-être sur cette question. Oui, la question du numérique, elle est extrêmement importante et on a engagé cette année une manifestation qui s'appelle Égalité, Fraternité, Agissez et qui avait comme thématique le numérique pour le meilleur contre le pire. Et notamment en lien avec les questions de démocratie et de participation et en même temps en lien avec le recul des services publics, la question du numérique, de l'électronisme doit être au cœur de nos préoccupations. Et dans la réflexion que nous menons concernant le numérique, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus, à la place de la relation humaine, et notamment dans des enjeux de participation, on s'est rendu compte qu'on devait aussi bousculer nos méthodes. Et comme nous touchons au département un public un peu plus fragilisé, nous avons été aussi obligés de réfléchir à des interventions de proximité. Et ces interventions de proximité, je vous donne un exemple, a été rappelé un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense à la question du dérèglement climatique. Eh bien, comment est-ce qu'on intervient jusque dans les villages sur ces questions-là pour pouvoir mettre en mouvement les habitants? Nous avons fait, nous, le choix de nous appuyer sur des partenaires, des associations. En l'occurrence, là, pour cette expérience particulière, ce sont les foyers ruraux qui, en termes de méthode, travaillent sur comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on s'assure que dans la mobilisation, il y ait du monde, mais qu'il y ait une représentativité de la diversité des personnes, des habitants qui sont dans ces villages ou sur nos territoires. Et puis, comment on s'assure de la restitution des décisions, des propositions qui ont été menées. Donc, on travaille à la fois pour utiliser le numérique comme un plus, mais on reste attaché à la proximité humaine en travaillant avec des partenaires du territoire qui connaissent bien les habitants, qui connaissent bien les communes et qui sont en capacité de créer avec nous le mouvement. Merci beaucoup. Ça permet effectivement peut-être d'amener notamment à la participation les jeunes, le numérique, mais faire attention que du coup les autres continuent à être embarqués. Et du coup, à propos justement de cette participation des jeunes, on va avoir une question après du Conseil nancéen de la jeunesse. Je voulais juste quand même faire intervenir Philippe Rio sur la participation des jeunes et Jeanne Barséguian également. Peut-être juste un petit focus sur la participation des jeunes avant de leur donner la parole. Comment faire pour qu'ils participent? C'est pas une question facile. Tu veux répondre? C'est compliqué. Voilà, on le sait. On sait aussi que plus on commence tôt, mieux c'est.
Après, il y a une telle distance, et c'est pour ça que cette relation de confiance qui est importante dans la démocratie nous invite à répondre aux aspirations de la jeunesse. Et donc, parler de démocratie et jeunes, là où ils sont loin de l'acte de tous les 5 ans, y compris pour des élections locales. C'est-à-dire le taux de participation des jeunes aux élections régionales, je vous invite à le regarder. Waouh! Et pourtant, on parle lycée, on parle transport, voilà, on parle quelques sujets du quotidien, mais ça reste extrêmement difficile. Donc, moi, j'ai pas de recette. On essaye tous, en fait, à avoir des relations particulières, du présentiel. Le numérique, on sent bien que ça nous aide un peu plus. Moi, je regarde beaucoup ce que font des collègues, là où ça fonctionne, là où ça ne fonctionne pas, là où des fois ça fonctionne et puis très rapidement ça s'écroule. Donc, c'est une recherche permanente, en fait, cette relation. Mais encore une fois, je crois que c'est la question du rapport du politique avec le jeune sur répondre aux questions qui sont posées. Répondre aux questions qui sont posées, que ce soit pour le monde étudiant, que ce soit pour le jeune qui est en insertion, que ce soit pour le jeune qui, par exemple, nous on a été étonnés, et je terminerai par là, on a fait la gratuité sur les protections hygiéniques. Ça a ouvert un débat chez les jeunes et ils nous ont regardés différemment. Et donc on voit bien que la question qui nous était posée sur le difficile accès à ça, notamment dans les couches populaires, c'est un budget extrêmement important, et ben en fait on a répondu à une question et on peut parler de tout en fait, ou de beaucoup plus. Donc voilà, il y a ce moment de confiance du politique de prendre sa décision qui permet de raccourcir cette distance. Le numérique le permet, des politiques publiques de proximité le permet. Donc voilà, la recherche est permanente. Donc, Merci. Il faut être très humble. Oui. Oui, alors ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Alors évidemment, on a des dispositifs sur les conseils des jeunes qui permettent des choses intéressantes, hein, avec des jeunes qui s'engagent souvent sur les questions écologiques, sur la lutte contre les discriminations, contre le racisme, voilà, qui portent des campagnes de sensibilisation vraiment intéressantes aussi pour parler à d'autres jeunes. Mais bon, ça reste très limité en termes de chiffres. Moi, je suis un peu sceptique sur le numérique et pourtant on a une très belle plateforme numérique à Strasbourg, hein, participer.strasbourg.eu, vous pouvez aller voir et les modules sont en open data, donc ça peut même servir à d'autres territoires et c'est intéressant notamment pour agréger des statistiques. Mais en vrai, quand on a mené des conférences citoyennes par exemple sur la zone à faible émission, on a réussi à engranger 10 000 contributions parce qu'on a été avec des tablettes ou des formulaires dans les quartiers avec un bus pour discuter en fait avec les gens. Donc c'est pour ça, sans vouloir paraître old school, je pense que ça a vraiment ses limites. Et en fait, j'ai aussi le sentiment, on a parlé des émeutes, à Strasbourg, la moyenne des jeunes qui ont été auteurs d'actes de vandalisme, qui ont incendié des écoles, etc. L'âge, c'est 13-14 ans. 13-14 ans, c'est des collégiens. Alors, moi, je veux bien qu'on dise on va faire participer les jeunes, mais je pense que l'urgence, c'est d'aller à leur rencontre et d'écouter ce qu'ils nous ont à nous dire. Ben justement, on va écouter un représentant du Conseil nancéen de la jeunesse qui a une question à vous poser. Bonjour. Ah, ça fonctionne, c'est bon, ok. Bonjour, je me présente du coup, Liam Denis, membre du CNJ, Conseil nancéen de la jeunesse. Voilà. On avait une question et c'était par rapport simplement à la formulation c'était le truc de base en tout cas. En gros, du coup, la citoyenneté locale, nouvelle frontière de la démocratie. Or, on sait qu'il y a deux définitions à frontière. Une définition qui est une frontier en anglais, donc c'est-à-dire une ligne qu'il faut franchir, enfin qu'on peut franchir. Et la frontière comme une limite tout simplement solide et impossible à dépasser. À votre avis, c'est laquelle des deux, à votre avis ? Alors là, vous nous incitez à repasser le bac philo.
Mais c'est une bonne question. Alors, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Vous-même, vous l'avez lu comment alors? Alors, je l'ai un peu lu comme celle qu'il faut franchir, parce que dans la citoyenneté locale, je vois un avenir, en tout cas. Je vois un avenir. Après, il s'agit surtout de voir, en tout cas, le point de vue, en tout cas, de nos invités, surtout, sur l'interprétation. Merci beaucoup. Il me semble qu'on a abordé un peu justement la question, notamment quand on a parlé de la démocratie locale et la démocratie nationale, qu'il y aurait une sorte de frontière un peu entre la démocratie locale et la démocratie nationale, avec une démocratie plus vivante au niveau local que national, et que donc il y aurait une sorte de frontière entre les deux. Il me semble que c'était un petit peu ça qu'on a essayé d'interroger dans la table ronde, mais je laisse les différents intervenants. Shaines Kirouni, je vous laisse répondre, puis après on donne la parole à la salle. Alors, répondre partiellement, parce que je ne suis pas certaine, mais en tout cas la question démocratie locale, frontière, nationale, peut-être rappeler, nous avons aussi la chance localement d'avoir cette capacité justement à expérimenter et à innover, et que l'échelon local peut être un échelon pertinent justement pour porter un certain nombre de projets, pour les imaginer, pour innover. Et même dans le social, il y a une possibilité, une capacité à faire de l'innovation sociale. Donc, local, national, on peut se compléter. Et en plus, on a cette agilité, cette proximité qui nous permet justement de reposer un certain nombre de défis. Je termine par un lancement, nous, cette semaine, au département de Meurthe-et-Moselle, avec ATD Carmonde et la métropole du Grand Nancy, de notre expérimentation territoire zéro non-recours, où nous allons travailler justement et faire en sorte que, en bousculant nos méthodes, en bousculant nos façons de faire, le aller vers, on va faire en sorte que celles et ceux qui sont éligibles à un certain nombre de droits, qui n'y accèdent pas, puissent justement les demander et lutter justement contre ce qu'on appelle le non-recours. Donc là, c'est une façon aussi, dans une démocratie locale, de remettre les personnes qui sont concernées dans l'expérimentation et d'avoir 2 ans, 3 ans devant nous pour pouvoir poser un certain nombre de diagnostics, de méthodes et de le diffuser sur l'ensemble du territoire local ou national. Merci beaucoup. Allez, merci. Oui, alors, je voulais juste, alors, je ne vais pas répondre directement à la question qui a été posée, mais je voulais juste dire que moi aussi, je m'étais beaucoup interrogée sur le titre de la table ronde. Et en fait, au début, je l'avais compris complètement différemment. Citoyenneté locale, nouvelles frontières pour la démocratie. Moi, je l'avais tout de suite, ça m'a renvoyé aux questions de citoyenneté, de résidence et de la participation des personnes qui n'ont pas forcément le droit de vote et qui sont dans nos territoires. Et on travaille beaucoup sur ces questions avec avec des associations d'élus. Et notamment l'Envita que j'ai le plaisir de coprésider avec Damien Carême, où on organise régulièrement des sortes de baptêmes républicains qui permettent justement de faire pleinement citoyens les habitants de notre ville qui ne peuvent pas forcément participer au vote. Et du coup, quand j'ai lu le titre, pour moi, c'était comment est-ce qu'on étend cette notion de citoyenneté avec notamment ces enjeux de citoyenneté de résidence pour que tout un chacun se sente inclus dans les processus de démocratie et de participation locale. Et donc, pour répondre à la question, pour moi, c'était forcément un enjeu de dépassement de la frontière, évidemment, et d'envie d'inclusion, d'aller chercher justement à dépasser parfois nos dispositifs institutionnels qui peuvent être extrêmement excluants. Merci. Oui, je vais vous passer la parole, mais est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? On va vous donner un micro pendant ce temps-là. Je vous laisse compléter la réponse.
Je voulais dire une phrase sur les frontières. Moi, ça m'évoque quelque chose, c'est que les frontières, c'est ce qui permet au peuple d'exercer leur souveraineté. Ceci étant dit, elles ne doivent jamais être infranchissables. Parce que la démocratie, c'est tout le contraire du repli sur soi. Voilà ce que ça m'évoque. Merci. Madame ? Donc, moi, je vais parler aussi de frontières parce qu'en fait, je suis issue du milieu rural, notamment en Meurthe-et-Moselle. Et je m'intéresse évidemment aux questions de démocratie participative depuis très longtemps. J'observe mon village depuis 30 ans et je peux considérer que nous sommes dans une zone qui échappe à ce processus. On a des élus qui sont super, vraiment, qui font bien le job. C'est pas la question c'est la question de la formation. En fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, c'est-à-dire tous les 6 ans, on voit se renouveler un processus qui est assez... qui peut être à certains points de vue un peu consternant, c'est-à-dire on a des équipes qui sont formées en 5 minutes, enfin je dis en 5 minutes, c'est-à-dire en quelques semaines, le programme est réduit à quelques notions, et puis à peine le conseil municipal élu, ils ont 1 semaine pour choisir leurs adjoints, les commissions, etc. Et on sent bien que la question de la formation qui pourrait justement transformer un mauvais départ, et tous les 6 ans c'est un mauvais départ, parce qu'on n'a pas partout en France la chance d'avoir des gens qui sont sensibilisés à ces questions-là. Et donc je me dis comment en France on corrige et on laisse la chance à certaines communes de vivre ces expériences-là en laissant le temps aux élus de s'installer. Et moi je pose la question du tuilage, on ne devrait pas devoir exercer tout de suite l'élection. Et puis je pose la question de la formation obligatoire des élus. Et là, c'est ma sensibilité d'éducation populaire qui parle. On confie les clés de quelque chose, ça devrait être assorti d'un temps de formation. Voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le statut de l'élu est un vieux combat, mais qui n'est pas encore arrivé à son terme. Il y a d'ailleurs au Parlement actuellement quelque chose qui relève un peu de ça sur la protection des élus, avec l'ensemble des élus qui ont fait l'objet d'agressions. Vous en avez plein en tête, hein, Saint-Brévin, Callac, l'Haie-les-Roses, plus tous ceux qui n'ont pas été jusqu'à l'échelle nationale, mais dans vos territoires, il y en a eu également. Je dis ça parce que cette mission parlementaire va en fait essayer de renforcer aussi le droit des élus. Et dans ce débat-là, il y a la question de la formation des élus, qui est une obligation, hein. Je rappelle que dans toutes les communes de France, le budget communal, il y a dans les dépenses incompressibles une partie du budget qui est consacrée à la formation des élus. Le problème, c'est qu'il n'est jamais consommé à 100%. Voilà. Un mot là-dessus, et pour vous témoigner que cette question de l'entrée en fonction des élus, et a fortiori quand on cherche à renouveler, à mon avis, elle vaut pour les territoires ruraux, mais elle vaut de la même manière pour les territoires urbains. Moi, j'ai été frappée de voir à quel point, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cherché véritablement à renouveler. J'ai une équipe très renouvelée, hein. Il y avait à peine quelques élus qui l'avaient déjà été dans un mandat précédent. Sinon, la majorité des personnes étaient des citoyens, citoyennes, certes engagés dans la ville, mais qui n'avaient jamais fait de politique, qui ne s'étaient jamais engagés. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une ambivalence, moi je trouve aussi de la part parfois de la population, qui à la fois veut des nouveaux visages, on a marre de voir toujours les mêmes personnes, etc. Mais alors quand les gens arrivent aux responsabilités, il faudrait qu'ils soient opérationnels, mais alors du jour au lendemain, quoi. Gestion de crise, vous arrivez en responsabilité, vous devez gérer, gouverner la 8e plus grande ville de France, débrouillez-vous, vous devez avoir la science infuse et vous devriez savoir vous exprimer comme il faut, parce qu'il y a une manière, connaître tous vos dossiers par cœur, avoir tous les réflexes, avoir compris comment fonctionne votre administration de plus de 7000 agents, etc., etc. Et je trouve qu'il y a une forme d'ambivalence là-dessus. Et je trouve intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire le temps aussi.
de s'installer, quoi, de comprendre les rouages, de se former. Alors ça, on continue et je pense que c'est indispensable de le faire, mais je pense qu'il faut aussi expliquer aux habitantes et aux habitants, enfin le mieux c'est encore qu'ils se présentent eux-mêmes aux élections et ils verront la manière dont ça se passe, mais à quel point il n'y a pas, enfin je veux dire, on n'est pas, une fois qu'on est investi, on n'a pas, je sais pas, la connaissance ou l'omnipotence qui nous tombe dessus du jour au lendemain. On doit apprendre, on doit se former, enfin, et c'est pareil pour n'importe quelle fonction, responsabilité ou compétence. Et je trouve que vous pointez là quelque chose de vraiment intéressant avec, je trouve, parfois des contradictions qui s'expriment entre un besoin de renouvellement et pour autant une impatience à laisser justement les élus se former. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a deux, et puis après, je pense qu'on clôturera cette table ronde. Alors, il y avait madame là, et puis monsieur devant. Bonjour. Alors, je suis chargée de participation et j'accompagne un conseil de développement à Grand Paris Sud, que monsieur Rieu connaît bien. Oui. Oui. Exactement. Alors, merci pour ces échanges très riches. Il y avait quelque chose que j'avais relevé, je me fais un peu la porte-parole de citoyens que j'ai pu rencontrer lors de dispositifs participatifs, mais aussi des membres du conseil de développement. Ce qu'on m'a souvent remonté, c'était au-delà de l'importance que des dispositifs soient suivis des faits, l'importance de clarifier dès le départ les règles du jeu et aussi d'avoir un retour. Donc les citoyens acceptent que les propositions qu'ils font ne soient pas forcément acceptées, mais par contre, ils veulent qu'un retour soit fait, la question du pourquoi c'est fait ou pourquoi ce n'est pas fait. Voilà, donc c'était important ça me semblait important de le relever. Et après, au niveau de la méthode, le Conseil des développements de Grand Paris Sud a construit une délibération avec le Conseil communautaire qui a été votée par l'ensemble du Conseil communautaire. Et ensuite, chacun des projets sur lesquels ils vont travailler font l'objet ou non de saisine ou d'autosaisine, mais elles sont construites avec les élus et les services qui sont en charge de ces sujets. Voilà, donc c'était juste pour apporter des points peut-être et enrichir le débat. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur ? Merci, bonjour. Merci aussi pour vos interventions très intéressantes et riches, les uns et les autres. Guy Didier, donc je suis aussi d'un conseil de développement, mais c'était le conseil de développement de la métropole du Grand Nancy, membre du bureau. Donc je ne reviens pas sur cette instance parce qu'elle a été très bien présentée et défendue par notre représentant au niveau de la coordination nationale, notre président. Mais je reviens sur un certain nombre de sujets qui ont été traités, mais très rapidement, les derniers que je viens d'entendre. La question du budget participatif, c'est effectivement extrêmement intéressant pour mobiliser les citoyens. On l'expérimente bien au niveau local. Par exemple, dans ma ville, à Laxou, on l'a très très bien expérimenté avec des projets hyper intéressants. Il se trouve que j'en ai porté un qui a été aussi validé et mis en place aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il faut penser à un projet de loi ou une proposition de loi, ça dépend d'où elle viendra, pour qu'on puisse systématiser les budgets participatifs à toutes les échelles territoriales. Au niveau de l'État, c'est un peu plus compliqué, pour des raisons que chacun peut comprendre. C'est plus compliqué, mais des solutions doivent pouvoir être trouvées. C'est plus compliqué parce qu'il faut aussi un contrôle de légalité, de la même façon que l'État et la démocratie représentative a un contrôle de légalité avec le Conseil d'État, avec le Conseil constitutionnel, etc. Donc je pense qu'il faut imaginer un peu les mêmes choses. Ce serait plus facile à mettre en place directement au niveau de fondations, avec une participation citoyenne, y compris numérique, très très générale, comme la Fondation Berne pour le patrimoine. On peut imaginer une fondation pour l'environnement, on peut imaginer beaucoup de choses qui permettraient une mobilisation numérique et permanente de nos très nombreux citoyens par milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers. Voilà. Ça, c'est sur le budget, la question du budget participatif. Sur la question des jeunes, ça nous préoccupe tous, évidemment. Moi, je ne suis plus jeune, ça peut se voir, mais je suis très intéressé par le sujet. J'ai regretté que, par rapport aux émeutes, la mission qui a été attribuée une mission attribuée par le ministère de la Justice et par le ministère de l'Intérieur ne se soit intéressée qu'aux
aux personnes dites délinquantes, c'est le titre qu'a donné la mission, seulement majeures, et ne s'est pas du tout intéressé aux mineurs, qui effectivement, comme vient de le dire Jeanne Barséguian, étaient très très présents dans les émeutes. Donc 13-14 ans, extrêmement jeunes. Donc la mission ne s'est pas du tout intéressée à cette question. Donc on suppose que des chercheurs auront droit accès mais à plus long terme, à l'échelle de 2, 3, 4 ans. Sur la mobilisation des jeunes, c'est compliqué parce que les jeunes, localement déjà, sont prêts à s'investir, mais sont très mobiles. Ils sont très peu présents sur leur commune d'origine, et même leur commune où ils sont électeurs, parce qu'ils sont étudiants ou parce qu'ils sont travailleurs et qu'ils se déplacent. Ils sont aussi très mobiles dans leur vie personnelle, puisqu'on est étudiant pendant 5 ans, quand ça va bien, parfois un peu plus, mais souvent un peu moins. Mais ce qui fait qu'il y a une très grande mobilité, et donc l'investissement l'investissement citoyen et associatif et politique est très freiné par cette mobilité. Je me permettrai de donner un exemple qui est personnel, parce que j'ai encore une fille étudiante qui a maintenant 25 ans, qui est en fin d'études et qui est très, très mobilisée. Elle s'est mobilisée sur une association étudiante qui est l'association, elle en est fière et ses collègues en sont fiers, qui a lancé le débat sur les protections hygiéniques, qui était un sujet pas du tout considéré, même pas pensé par les politiques. Son association, je peux la citer, c'est Copain, Paris, Panthéon-Sorbonne. Mais maintenant, elle est en stage à Nice. Elle a dû quitter l'association Copain, son engagement associatif et politique et citoyen, mais maintenant c'est d'autres personnes qui la représentent dans les institutions, dans les débats politiques, avec la ville de Paris et avec beaucoup d'institutions. Voilà quelques exemples que je peux donner, mais il y a beaucoup à travailler, et surtout en termes de démocratie participative et de démocratie, enfin dite participative, et la démocratie portée par les jeunes. Il y a surtout une question de confiance à avoir. On parlait aussi des conseils citoyens, il y en a ici dans la salle, conseils citoyens qui ont des difficultés à exister, mais souvent parce qu'ils n'ont pas trouvé le mode de confiance entre eux-mêmes et les citoyens. Même les conseils de développement n'ont pas toujours trouvé la confiance auprès des élus, et là je parle réciproquement. Ils ne savent pas travailler avec nous, nous ne savons pas toujours travailler avec eux. Nous avons des échéances temporelles différentes, nous avons un pragmatisme proche du terrain qui est le nôtre et qui fait qu'on défend cette expertise du pouvoir, enfin cette expertise d'usage qui nous donne un certain pouvoir d'agir. Là j'utilise les mots qui sont utilisés dans notre jargon de la démocratie citoyenne. Mais tout ça fait qu'il faut trouver la bonne articulation, comme on l'a dit ici, entre la démocratie la démocratie représentative et la démocratie participative. Et on n'a pas encore trouvé toutes les solutions de cette articulation. Merci. Merci pour votre témoignage et pour votre engagement. Madame, dernière prise de parole parce que c'est le prochain atelier qui va commencer. Bonjour, ça va durer 2 minutes. C'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit. Il y a la rencontre nationale des budgets participatifs cette année qui se tiendra les 8 et 9 novembre à Bordeaux. Et l'idée, c'est qu'on réunisse à la fois des agents, des élus et des citoyens autour justement de ces budgets participatifs. Donc si ça intéresse des communes ou des citoyens, c'est le 8 et 9 novembre à Bordeaux. Merci beaucoup pour cette annonce et merci à tous les participants à cette table ronde pour vos contributions. Merci à vous d'avoir assisté et participé à nos échanges. Et donc,